DH Football Club. Le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage. Casting du jour, bonjour, ils sont frais et dispo après un match dans le congélateur cerésien. Maxime Jacques et Christophe Franken. Salut messieurs. Salut Jonathan. Kevin Sauvage a lui aussi eu très froid à Liverpool Standard, a eu très chaud. Salut Kevin. Salut les gars. Et il a touché du doigt l'exploit, une habitude pour lui, n'est-ce pas Julien Parsinski? Exactement. Salut Julien. Vous le savez, dans le décrassage, l'important c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points. Messieurs, on va très vite expédier cette purge d'Anderlecht à Seraing. Une victoire, mais c'était le minimum syndical. Il faut quand même rappeler que la dernière victoire de Seraing sur sa pelouse, c'était le 26 janvier de l'année dernière. Contre le Berscott. Voilà, Maxime Jacques a bien travaillé. Un mot quand même, Christophe, sur ce match, c'était le minimum syndical. Oui, en effet. C'était vraiment... Ouais. Honnêtement, Rimmer l'a dit, et ça on peut pas lui donner tort, c'était impossible de bien jouer sur ce terrain-là. C'est vraiment déjà un mauvais terrain à la base. On peut pas blâmer Seraing qui a vraiment tout fait pour que ça se joue. Avec une autre entreprise qui est venue, c'est parce que je suis allé vendredi faire une interview où le terrain était vraiment, il y avait au moins 5 cm de neige sur la pelouse, et dimanche c'était praticable, mais c'est quand même, honnêtement, il y a vraiment, de base, il y a des meilleurs terrains en D3 amateur, et c'est quand même pas normal. Je sais que Seraing n'a pas beaucoup de moyens, mais je trouve que la Pro League devrait quand même mettre un minimum de règles par rapport à ça. Donc bref, voilà, c'était injouable. Et Anderlecht s'est battu, au moins à montrer des valeurs de combattants. Et voilà. Et finalement, c'est quand même, paradoxalement, sur un des rares beaux mouvements techniques qui s'en sortent, comme quoi finalement, même sur un truc comme ça, c'est la technique qui prend le dessus. Max, c'est vrai qu'un petit nouveau a fait la différence sur cette action. Ouais, l'éclaircie, c'est Anders Dreyer, qu'on avait déjà apprécié pour sa montée au jeu. Là, première titularisation, il a de l'impact, il a beaucoup d'appels, il a des courses, il est techniquement doué et directement décisif. Donc, première plutôt encourageante pour lui. On sent qu'il a un profil que d'autres n'ont pas. C'est cette capacité à être un petit peu un ouvre-boîte dans le rectangle, à faire les bons appels. Il peut marquer aussi, ça se voit. On sent qu'il a un pied gauche très intéressant. Il donne déjà des coups de pied arrêtés, donc il a déjà pris de l'ampleur dans l'équipe. Et on sent que les autres savent déjà comment jouer avec lui. C'est plutôt positif. Sauf Raman, qui n'a pas encore compris. Mais justement, Benito Raman, on en parle parce qu'il occupait ce poste d'avant-centre. Ouais. Il avait marqué 2 buts contre Zulte Waregem. Il en avait raté 2 aussi contre Zulte Waregem. On sent quand même qu'au niveau Anderlechtois, pour bonifier Dreyer, il va falloir 1 voire 2 avant-centres. Ouais. Et cette quête d'un neuf, elle s'annonce quand même compliquée après ce qui s'est passé avec Thomas Henry ce week-end. Oui, c'est vraiment, voilà, ils ont lancé plusieurs pistes. Il y en a d'autres de joueurs visiblement qui ont joué ou qui jouent encore en Belgique aussi. Donc, parce que c'est vrai que c'est des Danois, donc on a l'impression qu'ils vont aller faire que dans le réseau en Scandinavie, mais pas exclusivement. Il y a aussi des pistes au Danemark. Fredberg était au Danemark il y a quelques jours, donc voilà, il cherche un peu partout. Fredberg, le directeur technique ou l'adjoint de Rimmer? L'adjoint, c'est vrai, parce qu'effectivement, il était dans la tribune en face du banc des trucs, mais il était relié au banc d'Anderlecht et aux vidéo-analystes, qui les deux, on était à la chance, Maxime et moi, d'être à côté des analyses vidéo d'Anderlecht. Et c'était amusant, ils ont une sorte d'application, là, voilà, on fait la petite parenthèse, où vraiment ils appuient sur qui ils veulent contacter, est-ce qu'ils veulent contacter tout le monde, juste un. Et alors ils étaient là, et vraiment, et par exemple, ils ont contacté Fredberg en disant, à la fin, Seraing poussait un petit peu, tiens, Murillo, faut plus qu'il monte, faut qu'il reste. Alors il demandait à Jesper, tu es d'accord? Oui, hop, alors il disait, voilà, et donc ils ont fait un changement pour qu'il y ait un autre arrière droit et que Murillo passe au centre. Donc voilà, Fredberg fait vraiment partie des assistants pendant le match, c'est assez étonnant, mais pourquoi pas finalement, je veux dire, c'est un regard en plus. Il était coach il n'y a pas si longtemps. Voilà, c'est ça, donc je veux dire, c'est pas choquant, à partir du moment où il est là, autant qu'il participe à la victoire. À quelle fin de mercato on peut s'attendre du côté d'Anderlecht? On parle de 3 arrivées qui sont espérées, mais pour aussi avoir des départs. Oui, beaucoup évidemment, parce que pour avoir ces 3 arrivées, il faudra des départs. Donc, et là, c'est l'académie qui va servir de piston. Bien sûr, ils essayent de refourguer Hood, de refourguer Van Krombrugge, mais c'est très difficile parce qu'avec leur gros salaire. Mais ce qui va vraiment amener de l'argent, c'est Duranville, ils espèrent évidemment, puisque Duranville ne veut pas signer, donc ils veulent le vendre ici. Normalement, c'était en juin, mais vu qu'il est blessé et que les grands clubs le connaissent, ce sera plutôt en janvier. Il y a Sadiki qui est encore sur le marché, il y a Sardella. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs joueurs. Silva va s'en aller, évidemment, Esposito. Donc il y a beaucoup d'économies de salaire, quelques jeunes qui peuvent rapporter un peu d'argent. Aiteladj est déjà parti. C'est les seuls qui ont une petite valeur, évidemment, donc ils font ce qu'ils peuvent. Mais il y a la réalité du marché, mais messieurs, il y a aussi le message qui sera envoyé par un départ de Julien Duranville. En termes d'image, ce serait désastreux. C'est une tristesse aussi de vendre
son plus beau joyau, alors qu'on voit aussi dans toute l'Europe, souvent les clubs développent ce genre de joueurs et réalisent des plus-values immenses en les vendant 2-3 ans après. Là, ça veut vraiment dire c'est limite de la brocante. C'est de la brocante, mais à partir du moment où il ne veut pas signer, il faut le vendre ce mercato-ci ou le mercato suivant. Et vu qu'il ne va plus énormément jouer, ça ne change pas. Autant le vendre maintenant qu'il puisse faire le mercato. La situation à court terme, je peux les comprendre. C'est sur le long terme que ça a été mal géré parce qu'il aurait fallu mieux le guider. Maintenant, il faut connaître Duranville, c'est un phénomène chez les jeunes depuis longtemps. Il est en contact avec des clubs. Southampton le connaît depuis qu'il a 12 ans, discute avec ses parents quasiment une fois par semaine depuis qu'il a 12 ans. Duranville rêve de Dortmund depuis qu'il est petit. C'est compliqué aussi de le garder. À partir du moment où il a décidé de pas rester, autant le vendre. Voilà. Le Standard le sait avec Raskin et Amala. Si c'est pour arriver à des cas comme ça, c'est pas mieux. Et on voit des sommes assez folles pour lui. Et 10-15 millions pour un joueur qui a joué 3-4 matchs. Ce sera pas 15, hein, mais s'ils arrivent à en avoir 10, ils sont très S'ils ont 10 millions pour un joueur qui a joué 3-4 matchs, fantastique. Kevin? Ouais, c'est quand même, je trouve, dramatique pour un club d'Anderlecht comme Anderlecht d'en arriver là. C'est-à-dire qu'Anderlecht a fait tout le boulot pour un autre club qui va certainement pour pouvoir le revendre encore plus. Et s'il n'a pas envie de re-signer, comme Christophe le dit, il y a beaucoup de clubs derrière lui, mais c'est aussi, je pense, compte tenu de la situation d'Anderlecht, cet Anderlecht-là ne fait pas rêver à long terme. Non. Et c'est triste de voir que c'est l'académie d'Anderlecht qui est une des meilleures en Belgique, qui doit sauver les finances du club. On en parlait entre nous, mais c'est un peu le copy-paste de ce qui s'est passé au Standard ces dernières années. Ouais. C'est deux institutions du football belge, deux des plus grands clubs belges qui sont un peu en perdition. C'est quand même assez triste de voir ces jeunes éléments quitter il l'avait déjà fait avec Doku il y a quelques années. Et c'était aussi pour pouvoir financer le reste, combler les trous. Il avait joué, il avait apporté. C'est sûr, parce qu'il avait déjà, il était déjà Diable Rouge, évidemment. Duranville, il le vend plus tôt. Mais parce que là, si on fait le bilan de ce qu'a apporté Julien Duranville à Anderlecht, ce sera juste financier. Purement. Et lui aussi est déçu, il imaginait ça autrement. Les blessures et le contexte a finalement changé la donne. Mais c'est ainsi. Ils sont obligés de vendre maintenant. Quand vous dites aux Danois que Anderlecht a refusé 9 millions pour Amouzou en été, ils tombent de leur chaise. Donc c'est ainsi à Anderlecht. Maintenant, ils vont vendre beaucoup et les seuls qui ont de la valeur, c'est les jeunes. Donc je veux dire, on ne peut pas blâmer la direction danoise en disant ils vendent Duranville. Ça a été, les erreurs ont été faites avant. Il aurait fallu ne pas le laisser rentrer dans sa Ils gèrent au plus vite et ils voient vraiment les actifs, les passifs, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'avoir des trucs. Et voilà, il n'y a pas 10 000 choix. C'est devenu une affaire financière, hein, le foot. Oui, c'est ce que c'est un édito. On ne parle plus que d'argent dans le foot et même quand on est observateur et amateur de foot, on ne fait que parler d'argent, la preuve ici. On va encore parler chiffres, cette fois-ci pour le Standard, mais plus top 4, top 8. Et on va se demander, Kevin, pourquoi le Standard est à sa place finalement, parce qu'il n'y a pas eu photo sur ce match à l'Antwerp, avec quand même un progrès relevé par Frédéric Bleuze de manière un petit peu cynique, c'est que cette fois-ci le Standard a marqué un but. Oui, voilà, la différence était criante et on en vient à se dire qu'au final, le 3-0 dont on a beaucoup parlé, à Sclessin face à l'Antwerp, c'était peut-être simplement un off-day de la part des Anversois, parce qu'ils ont roulé sur le Standard de façon assez extraordinaire. Et le Standard, oui, est à sa place. Pourquoi ? Parce qu'il a peut-être tiré la corde pour plusieurs joueurs. Je parle par exemple de Balikwisha, qui a besoin d'un deuxième, voire d'un troisième souffle. Il y a des joueurs qui sont en manque de confiance. Zinkernagel, même s'il a mis un super bassiste en milieu de semaine, parce qu'on n'en parle pas évidemment, il y a eu cette victoire face à Malines, qui laissait présager de belles choses pour le Standard à l'Antwerp. Et Zinkernagel l'a dit, on a peut-être cru que ça allait être un petit peu plus facile, mais on a joué comme des enfants. Et c'est vrai, la façon dont le Standard a défendu sur les coups de pied arrêtés, c'est-à-dire les corners, ils avaient déjà eu un avertissement face à Malines de la sorte. Là, il y a eu 2 fois, et c'est arrivé sur un but à l'Antwerp. Les reconversions offensives de l'Antwerp ont été très très mal gérées. Et puis évidemment, des erreurs individuelles. Le jeune Kanak, il a glissé. Ça arrive à un joueur chevronné, on va lui taper dessus. Je vois pas pourquoi on ne devrait pas, entre guillemets, mettre ça en exergue pour le jeune Kanak. C'est effectivement des erreurs de jeunesse, il doit les faire. Ça a coûté très cher au Standard, il y a eu cet autobut. Bref, tout était réuni pour que ça se passe mal pour le Standard. Et au final, on a envie, entre guillemets, de relativiser cette défaite. Pourquoi ? Parce que le Standard est toujours bien ancré dans ce top 8. Il est 6e, si je m'abuse, là, pour le moment. L'année prochaine, ça sera synonyme de play-off 1, même si on imagine que la lutte sera plus âpre dans un an. Mais c'est le top 8, clairement, l'objectif du club. Et là, on a vu que le gap est trop grand pour ce Standard-là, même si certains joueurs disent on a encore envie de garder le contact. Tant que c'est possible, on va le faire. Et penser au top 4, c'est la meilleure manière de valider le top 8. C'est
une façon de penser qu'on peut trouver louable. Maintenant, les 3 prochains matchs qui arrivent sont cruciaux pour le top 8. Je pense que là, on a Eupen, Cercle de Bruges, Courtrai, 2 matchs à domicile. Si le Standard fait 9 sur 9, je pense qu'on peut résolument dire que voilà, ils seront dans le top 8. Il y aura cette possibilité de jouer l'Europe. Mais voilà, aujourd'hui, le Standard, on l'oublie, est en reconstruction totale. On a parlé d'Anderlecht. Le Standard est peut-être un peu en avance par rapport à Anderlecht sur ce processus-là. Il y a des trous à combler de partout. Il n'y a pas d'argent pour les transferts, on le sait. On a rêvé un petit peu au Standard à un certain moment. Observateurs, supporters, joueurs même, eux disaient ouvertement on veut jouer le top 4. Le Standard n'a pas sa place dans le top 4 actuellement. Il y a des bons éléments, mais c'est encore trop faible. Et si le Standard se maintient dans le top 8, c'est triste à dire, mais dans un processus de reconstruction, la saison sera réussie. Max, il y a trop de lacunes, on l'a vu hier. L'Antwerp est passé 2 fois avant de marquer sur le côté de Chimirot. On a vu aussi tout le déficit qu'il peut y avoir entre d'un côté Perica et d'un autre côté Janssen. Après, pour la défense de Perica, Janssen est peut-être le meilleur dans son registre actuellement en Belgique. Ouais, on a beaucoup loué, à juste titre, le travail de Deila. Il faut aussi pointer ses erreurs sur ce match, il y en a beaucoup. On a compris que le plan de jeu de l'Antwerp, c'était le dos de Dussen s'il jouait. Il n'a pas joué. C'était la même chose avec le dos de Chimirot. C'était pire encore. J'ai pas compris le plan de jeu du Standard. Il jouait très haut et il pressait pas. Donc il laissait des boulevards dans leur dos et à chaque fois ils étaient pris. Alzate, bon joueur balle au pied, mais c'est pas un 6. Et face à l'impact physique de l'Antwerp, très mauvaise idée. Avec Balikucha à côté de lui, Kanak, voilà, c'est pas les joueurs qui ont le plus de physique de la Pro League. Il n'y a pas beaucoup de lisibilité dans l'entrejeu du Standard. On sait pas vraiment qui fait quoi en fait. Chimirot, pour moi, aurait dû retrouver sa place en 6 parce que lui a cette capacité, même si c'est pas vraiment non plus un vrai 6, de rester devant la défense et de faire un petit peu le bon soldat comme ça, ce qu'Alzate n'arrive pas ou pas assez bien à faire. Et alors la 3e erreur, c'est Perica. Ils ont joué à 10. Ohio méritait sa titularisation après son but face à Malines. Il ne joue pas, il n'y a pas de profondeur. Honnêtement, Perica, sa prestation a été catastrophique. On peut regretter quand même, Christophe, cette carte rouge qui fait que finalement les changements tactiques opérés à la mi-temps, on les a vus que l'espace de 10 minutes. Ouais, surtout une carte rouge un peu discutable quand même, en tout cas assez sévère. Je crois que c'est pas une erreur d'arbitrage, mais c'est quand même un peu sévère et peut-être pas vraiment dans la philosophie du match. Mais par contre, on parlait de Chimirot en défense et qui aurait été utile effectivement au milieu. Mais est-ce que c'est pas aussi peut-être plus global, on en revient au mercato, un message que le coach envoie peut-être aussi à sa direction de dire regardez, je dois mettre Chimirot derrière. Il y a le Noubi qui a déjà montré des belles choses, qui est sur le banc, qui est vraiment un vrai espoir du Standard. Il ne le met pas, et j'ai l'impression que c'est vraiment pour dire j'ai besoin absolument d'un défenseur très vite, le plus vite possible, et fort, et pas un gamin qui va venir aider, puisque voilà, on a parlé notamment de Ibe Autekit, qui est le capitaine des espoirs de Bruges. Je crois qu'il envoie un message, dire amenez-moi quelque chose, parce que si on perd du Seine, je veux... Justement, sur le mercato, on entre dans la dernière ligne droite. Qu'est-ce que ça nous réserve ? Pas grand-chose pour le moment. Si vous avez de l'argent, cotisez-vous. Non, je rigole, mais c'est la réalité. Deila l'a dit à plusieurs reprises. Juste un aparté par rapport à Deila. Pour moi, la grosse erreur, c'est pas tellement Perica, c'est Noubi. Parce que Noubi, effectivement, il a bien joué à Gand. Si Noubi passe à côté du match, on va pas lui en vouloir. Voilà, là, on fustige plus Chimirot parce que c'est pas sa place. Et Chimirot, dans l'entrejeu, avec Alzate, ça aurait été peut-être plus confortable pour les Liégeois. Maintenant, pour le mercato, on sait que le Standard cherche absolument un défenseur, de préférence un Belge, parce que Dussen, on l'a écrit, il n'y a pas encore d'accord avec le Lokomotiv Moscou, et qui sait, il n'y en aura peut-être pas, on n'en sait rien. Mais si d'aventure il part, c'est un Belge en moins sur la feuille de match. Hier, on a revu Calu, qu'on n'avait plus vu depuis le premier match. Sur le 4e but, il était aux fraises, donc le garçon, il n'est pas prêt du tout. Donc on peut comprendre qu'on ne mette pas les jeunes, tous les jeunes tout de suite ensemble, c'est ce que Deila a dit, je ne peux pas mettre tout le monde, tous ces gamins ensemble, mais d'un côté il dit je préfère former nos jeunes à nous plutôt que d'aller chercher des jeunes en prêt ailleurs et faire le travail pour un autre club. On a besoin de joueurs en transfert permanent, définitif, mais pour ça il y a besoin d'argent. Et on en revient toujours à la même chose, c'est Raskin, Amala. C'est eux qui peuvent apporter un petit peu d'argent ici dans les caisses du Standard. Et il y a d'autres joueurs qui sont bankable, entre guillemets. On pense aussi à Dragus, qui est courtisé par la Genoa. C'est pas un secret de dire que le joueur n'est pas super emballé non plus. Donc voilà, il n'y a pas de ressources, clairement. Il faut être créatif, inventif, et ça va se décanter dans les derniers jours, comme d'habitude. Si d'aventure, il doit y avoir quelque chose, parce qu'on n'en est pas sûr. D'autant plus qu'Amala et Raskin sera plus une économie finalement sur le salaire que sur les indemnités de transfert, vu qu'ils sont en fin de contrat au mois de juin. On a parlé du Standard, on a parlé d'Anderlecht, on va parler de Charleroi.
Et on va se demander, Julien, comment expliquer ce renouveau Carolo. On l'évoquait dans le décrassage la semaine dernière, c'était un petit peu la semaine de tous les tests. Ça a été cohérent à Gand, ça l'était encore plus à Bruges. Au final, même si sur le plan comptable, Charleroi n'avance pas trop, au niveau de la mentalité, on a vu des belles choses. C'est vrai, qu'est-ce qui a changé ? Ça se résume en un mot, c'est tout simplement Mazzou qui a vraiment transformé les joueurs. La première mi-temps de Marco Ilema Aritra hier est totalement incroyable. Franchement, on le voyait beaucoup moins bon sous style. Depuis le début de la saison, et là il s'est transformé. Puis on voit aussi une équipe qui propose un jeu cohérent, c'est très juste techniquement, aussi dans leurs échanges sur le terrain. Et puis Mazzou a aussi réussi à transfigurer des joueurs comme Badji, qui retrouve un niveau assez bon. Et voilà, et forcément, c'est solide, c'est un collectif, et on peut même regretter limite ce point pris à Bruges, parce que les 3 points pouvaient être revendiqués vu la qualité de jeu proposée lors des 45 premières minutes. Max, on a retrouvé le Sporting Charleroi de Felice Mazzou finalement. Ouais, l'autre mot qu'on peut résumer, c'est alchimie entre le coach et une équipe, ça fonctionne. La meilleure preuve, c'est effectivement les anciens. Damien Marc, même si comme un penalty, fait encore un bon match. Marco Ilema Aritra. Et puis, il y a ces joueurs comme Kofi, Kayembe, qui sont petit à petit devenus des anciens et qui retrouvent aussi, eux, des couleurs. Kofi fait un top match. Kayembe marque un but un peu chanceux. C'est pas vraiment lui qui le marque, mais il est là au bon moment, au bon endroit pour apporter le danger. Donc oui, même Badji, tu en as parlé, Julien. On sent que Mazzou, par ses mots, est capable de transformer cette équipe. Et pour l'instant, il le fait bien. C'est une petite revanche aussi pour lui, Christophe. Oui, clairement. Je crois que son unique but cette saison, c'est de finir devant Anderlecht. Et ce serait une belle revanche pour lui. Et donc, c'est possible. Charleroi est vraiment dans le coup. On parlait tout à l'heure aussi avec le Standard, pour moi, il y a vraiment 3 divisions en une dans cette Pro League. Il y a vraiment les 3 devant qui sont trop forts. Et on voit que quand ils jouent à leur niveau, ils sont trop forts. Ou par exemple, Genk fait un moins bon match, mais gagne quand même à Westerlo, où c'est jamais simple. Vraiment, ces 3-là sont trop forts pour notre D1 pour l'instant. Puis il y a vraiment tout un ventre mou qui finalement va se battre pour les 2 derniers tickets européens et qui est costaud, quoi. Et finalement, 2 défaites, 2 victoires, ça change vraiment, vous êtes replacés. Et alors, il y a une lutte pour la descente où normalement, quand même, ça va s'arrêter juste en dessous de Malines et Anderlecht. Théoriquement, parce qu'il ne faut pas oublier 3 points à rajouter à Malines en dessous. Et donc, Charleroi est vraiment dans le coup. Et ce serait quand même incroyable que Mazzou, l'air de rien, tire les marrons du feu et aille prendre un ticket européen. Allez, trêve, je vais vous demander de vous mouiller avant de clôturer cette émission. Charleroi peut-il arracher une place dans le top 8, Julien ? Oui. Maxime ? Non, mais ce qui m'a fait beaucoup rire, je fais une petite digression, c'est les mots de Mazzou sur l'Union, parce qu'on sait que c'est Charleroi-Union. Et il dit, c'est une équipe qui joue le titre. Et quand il était à l'Union, c'était le mot qu'il voulait jamais proposer. Et maintenant qu'il ne l'est plus, face à une équipe qui joue le titre, ça m'a fait beaucoup rire. Parce que la perception venant de Mazzou, selon qu'il est dans un club ou un autre, est totalement différente. Felice Mazzou, roi de la com. Kevin, Charleroi dans le top 8, non ? Non, je pense pas. Et petite parenthèse, on ne l'a pas dit, Bruges sorti du top 4. Vous remontez à plusieurs années pour 5 sur 21 pour Bruges. Et potentiellement, moi je ne les mets pas dans le top 4. Christophe ? Moi, je mets Bruges dans le top 4 et Charleroi dans le top 8. Très bien, en tout cas, on aura un élément de réponse après ce choc qui nous attend entre Charleroi et l'Union. La semaine prochaine, on vous en parlera dans un nouvel épisode du Décrassage. À bientôt, salut. DH Football Club. Le décrassage.